Et si le colonialisme n'était pas mort, mais avait simplement changé de masque? Au cœur du Sahel, le départ de la France n'a pas laissé le vide espéré, mais un silence tendu. Un calme trompeur, où chaque souffle cache des tensions prêtes à éclater. Derrière les discours officiels de coopération, de nouvelles bases occidentales émergent aux frontières, sous couvert de sécurité partagée. Pour l'Occident, ce n'est qu'un ajustement stratégique. Mais pour beaucoup d'Africains, cela ressemble moins à une libération qu'à un encerclement. Les drapeaux se renouvellent, les uniformes se modernisent, mais l'impression d'être surveillé, contrôlé, demeure, tenace et pesante. L'occupation militaire frontale a laissé place à un jeu d'influence, plus insidieux, plus dangereux encore. Drones, forces spéciales, accords bilatéraux. Tout est mis en œuvre pour maintenir la pression. Chaque nouveau partenariat annoncé est perçu, sur place, comme une tentative de garder la main sur un territoire qui refuse désormais de plier. Ce qui se joue ici, c'est la souveraineté même. Le droit, pour les peuples du Sahel, de choisir librement leurs alliances, leur avenir, sans rendre de compte à Paris, Washington ou Bruxelles. Mais ce nouveau siège invisible pourrait coûter plus cher que les chaînes d'autrefois. Si l'erreur d'analyse persiste, le prix à payer sera immense. Des décennies de domination extérieure, maquillées en aide internationale. Mais si la prise de conscience est réelle, une opportunité unique s'ouvre pour briser des siècles de tutelle et inventer une Afrique souveraine. Pour comprendre l'ampleur de cette bataille silencieuse, il faut remonter aux origines du face-à-face entre le Sahel et l'Occident. Tout commence bien avant les bases militaires et les discours de coopération. Le passé colonial a tissé des liens invisibles, mais puissants, qui continuent d'influencer le présent. Pourquoi la France a-t-elle été chassée du Sahel? Et comment continue-t-elle d'influencer la région, même après son départ officiel? Pour saisir ce paradoxe, il faut revenir à l'histoire. Le colonialisme n'a pas disparu, il s'est camouflé. Quand le drapeau tricolore a quitté les palais, il a laissé derrière lui des contrats iniques, une monnaie contrôlée depuis Paris, le franc CFA, et des présidents formés dans les universités occidentales, chargés de préserver l'ordre hérité. Cette domination s'exerçait sans chaînes apparentes, mais à travers des accords commerciaux qui verrouillaient le prix du coton, du pétrole ou de l'uranium, toujours au profit de l'ancienne métropole. Dès qu'un pays tentait de s'affranchir, la riposte était brutale. Tentative de coup d'État, sanctions économiques, interventions prétendument humanitaires. Les armées étrangères débarquaient pour défendre la stabilité, mais c'est la souveraineté africaine qui était étouffée. Prenons l'exemple du Niger, dont l'uranium continue d'alimenter une grande partie des centrales nucléaires françaises. Malgré la richesse du sous-sol nigérien, l'électricité manque dans la majorité des foyers du pays. Les contrats passés au lendemain de l'indépendance offrent toujours à la France les meilleures parts, et les tentatives de renégociation se heurtent à des pressions diplomatiques, voire à des menaces de sanctions. De même, au Mali, la culture du coton, principale ressource du pays, a longtemps été dictée par les besoins de l'industrie textile française. Les prix d'achat étaient fixés à Paris, laissant les producteurs locaux dans une précarité chronique. Ce schéma s'est répété dans d'autres secteurs. Le cacao en Côte d'Ivoire, le pétrole au Gabon, le bois au Cameroun. À chaque fois, le centre de décision restait loin du continent africain. Face à ce système, le silence s'est imposé. Critiquer le franc CFA était interdit, les dissidents étaient pourchassés et l'impuissance présentée comme une fatalité. Beaucoup ont fini par croire que l'indépendance n'était qu'un leurre, que l'ordre du monde était immuable et que s'y opposer, c'était choisir le chaos. Pourtant, dans ce silence, un souffle de rupture s'est levé. 3 officiers ont surgi. Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tiani au Niger. Aucun n'était issu des salons parisiens. Ce sont des hommes forgés par la guerre, témoins de la colère et de l'espoir de leur peuple. Leur parcours est révélateur. Ibrahim Traoré, jeune capitaine burkinabé, a grandi dans un pays marqué par l'assassinat de Thomas Sankara, figure de l'anticolonialisme africain. Assimi Goïta, formé dans l'armée malienne, a vu ses camarades tomber face au terrorisme,
tout en constatant l'inefficacité, voire la duplicité, des alliances étrangères. Abdourahmane Tiani, fort de son expérience dans la garde présidentielle nigérienne, a assisté à la montée du ressentiment populaire contre la précarité et l'injustice des partenariats internationaux. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, ces militaires ont défié la France, dénoncé les accords inéquitables et assumé l'isolement international. Leur credo ? L'indépendance ne se demande pas, elle s'arrache, même au prix de la pauvreté, même au risque du conflit. Mais se croire libéré trop tôt serait une erreur. L'ancien empire sait se réinventer, et la victoire peut n'être qu'une illusion si la vigilance baisse. Le Sahel pense avoir tourné la page, mais déjà, l'empire revient, sous une forme plus subtile, plus insidieuse. Les apparences trompent. Derrière cette rupture affichée, de nouveaux liens se tissent en coulisses. Qui profite vraiment de ce changement de pouvoir, et quelles alliances secrètes redessinent le destin du Sahel? Et si la véritable menace venait autant de l'intérieur que de l'extérieur? La France a quitté le Sahel. Mais à peine la poussière est-elle retombée qu'une autre ombre s'étend, celle d'un encerclement silencieux. Les bases militaires occidentales, autrefois regroupées au cœur du Sahel, se redéploient avec habileté. Dakar, Cotonou, Abidjan. Derrière le rideau de la diplomatie, ces villes deviennent des avant-postes stratégiques. Des soldats et du matériel affluent, sous couvert de partenariat, mais l'objectif est limpide. Surveiller, dissuader, contenir. L'exemple de la base de Dakar est frappant. Officiellement, il s'agit d'un centre logistique destiné à soutenir les opérations de maintien de la paix dans la région. En réalité, la base sert de plaque tournante pour le déploiement rapide de troupes et de matériel. Elle permet également de surveiller les mouvements dans toute l'Afrique de l'Ouest et de réagir en cas de crise, sans demander l'avis des gouvernements locaux. Dans le ciel, des drones bourdonnent au-dessus des frontières. La surveillance numérique remplace les anciens barrages. Chaque image, chaque parole peut être interceptée, chaque geste suspect, signalé. Sous prétexte de combattre le terrorisme, des interventions s'organisent, prêtes à frapper si la stabilité régionale vacille, ou si la résistance prend trop d'ampleur. Prenons l'exemple du Niger, où des drones américains et français scrutent la bande sahélienne à la recherche de groupes armés. Ces appareils, équipés de capteurs sophistiqués, surveillent également les mouvements des populations, les rassemblements suspects, et peuvent transmettre en temps réel des informations aux états-majors occidentaux. Cette surveillance généralisée plonge les habitants dans une atmosphère de suspicion permanente, où chaque déplacement peut être interprété comme une menace potentielle. Mais ce jeu d'échecs ne se limite pas à l'Occident face à ceux qui veulent rompre la tutelle. Il fracture aussi l'Afrique de l'intérieur. Certains chefs d'État, souvent appuyés par une poignée d'élites locales, négocient dans l'ombre. Accords de défense, traités économiques, appuis logistiques. Autant de pactes signés loin des regards, qui renforcent l'emprise occidentale en échange de privilèges personnels. La fidélité à la cause panafricaine s'effrite, remplacée par des calculs à court terme. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, où des contrats de coopération militaire sont renouvelés tous les 5 ans, en toute discrétion. Des formations sont offertes à l'élite militaire, des équipements modernes sont livrés, mais en contrepartie, la France conserve un droit de regard sur certaines opérations sensibles. Les retombées économiques bénéficient souvent à une minorité proche du pouvoir, tandis que la majorité reste à l'écart des bénéfices. Chaque jour, cette faille s'élargit. D'un côté, des pays qui soutiennent la résistance et appellent à une rupture totale avec le passé. De l'autre, des nations qui pactisent avec l'Occident, espérant tirer leur épingle du jeu, quitte à isoler leurs voisins et à briser l'unité continentale. Mais la jeunesse africaine ne se laisse pas manipuler. Sur TikTok, X, Instagram, elle dénonce les traîtres, exige la souveraineté et expose, images à l'appui, les compromis honteux des dirigeants. Cette génération connectée ne veut plus d'alliances imposées ni de faux amis. Elle réclame une Afrique indépendante, capable de choisir ses partenaires sans subir de chantage. L'exemple du hashtag # souveraineté africaine illustre cette mobilisation virtuelle. En quelques semaines, des milliers de jeunes ont partagé des vidéos, des chansons, des poèmes pour réclamer l'indépendance totale. Certains organisent même des flash mobs devant les ambassades,
D'autres interpellent les gouvernements sur les réseaux, rendant impossible toute politique opaque. Le risque est immense. Une division profonde pourrait ruiner toute chance d'indépendance véritable. Si l'Afrique se fragmente, le piège néocolonial se refermera, plus discret, mais tout aussi implacable. Le vieux jeu de la domination change de masque, mais pas de logique. Qui contrôle les bases, l'information et les élites, contrôle la destinée du continent. La question demeure. Ce nouvel encerclement fera-t-il plier les rebelles, ou provoquera-t-il un réveil inédit? Dans l'ombre de ces manœuvres, une course contre la montre s'engage. Les résistants sauront-ils transformer la colère populaire en force politique durable? La liberté a-t-elle un prix trop lourd? Cette question plane désormais sur le Sahel, alors que la France s'efface et que d'autres puissances frappent à la porte, prêtes à combler le vide. Pour desserrer l'étau occidental, les juntes émergentes se tournent vers Moscou. Les soldats russes de Wagner, désormais rebaptisés Afrika Korps, débarquent au Mali, au Burkina Faso, au Niger. La Russie promet armes, conseillers, soutien, sans poser trop de questions. Mais derrière l'aide, quel coût réel se cache? Prenons l'exemple du Mali, où des unités de Wagner ont été déployées pour former des soldats maliens et mener des opérations antiterroristes. Officiellement, il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. Mais des rapports d'ONG évoquent des violations des droits humains, des disparitions et une dépendance accrue vis-à-vis de Moscou pour l'entretien des équipements et la formation continue. Le Mali, tout comme ses voisins, risque de remplacer une tutelle par une autre, moins visible, mais tout aussi pesante. La Chine avance prudemment, mais avec force. Pékin n'envoie pas de soldats, elle propose routes, barrages, prêts massifs. Les contrats se multiplient, les machines de chantier remplacent les pick-up militaires. En échange, la Chine exige matières premières, garanties, fidélité économique. Une nouvelle dépendance guette, aussi pesante que l'ancienne. Prenons le cas du Niger, où la Chine a construit un barrage hydroélectrique gigantesque sur le fleuve Niger. Projet vital pour l'économie, il est financé par un prêt à taux préférentiel, mais dont le remboursement est garanti par des livraisons régulières de pétrole brut à Pékin. Si le Niger venait à manquer à ses engagements, la Chine pourrait prendre le contrôle de certaines infrastructures stratégiques, comme cela a été le cas au Sri Lanka avec le port de Hambantota. D'autres acteurs s'invitent. La Turquie vend ses drones, l'Iran troque sa technologie. Chacun veut sa place, là où l'Occident recule. L'Afrique attire, mais chaque prétendant apporte ses propres chaînes invisibles. Face à ce tumulte, le Sahel tranche, rompre, inventer sa propre voie. En janvier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger lancent l'Alliance des États du Sahel. Une alliance militaire et politique qui rejette les diktats extérieurs. Pour la première fois, ces pays parlent d'une seconde indépendance. Mais le chemin est semé d'embûches. Les sanctions tombent, économiques, financières, diplomatiques. Les frontières se ferment. L'isolement menace, la pauvreté s'étend. Privés du franc CFA, les devises nationales luttent pour survivre en marge du système mondial. La reconstruction devient un combat quotidien. L'exemple du Burkina Faso est éloquent. Après avoir quitté la zone CFA, le pays a dû faire face à une inflation galopante, une fuite des capitaux étrangers et des difficultés d'approvisionnement en produits essentiels. Pourtant, la population a choisi de tenir bon, organisant des marchés solidaires, favorisant la production locale et encourageant l'émergence de coopératives agricoles. Pourtant, une fierté nouvelle grandit. Dans les écoles, on réécrit l'histoire coloniale. Sur les réseaux, la jeunesse s'enflamme. Les jeunes se réclament de Sankara, de Lumumba, rêvent d'une Afrique debout, fière, enfin maîtresse de son destin. Mais la dépendance rôde, sous d'autres masques. L'indépendance a un prix, instabilité, menace de guerre, tentation autoritaire. Chaque alliance peut devenir un piège. La dignité retrouvée est précieuse, mais fragile. La renaissance africaine reste à conquérir. Jouer l'indépendance, c'est risquer la ruine, parfois même la guerre. Mais c'est aussi le pari d'une dignité retrouvée et la promesse d'un continent qui ose enfin écrire ses propres règles. Mais alors que le Sahel s'émancipe, une question demeure. L'Afrique peut-elle vraiment échapper à tous les pièges de la dépendance?
Ou bien l'histoire risque-t-elle de se répéter sous de nouveaux drapeaux? Quelles leçons le Sahel offre-t-il à l'Afrique et au monde entier? Oser dire non à une puissance étrangère n'est que le début. La vraie question, c'est comment transformer ce refus en une renaissance durable, sans retomber dans les pièges du passé. Première leçon. L'unité. Trop souvent, l'Afrique a vu ses rêves brisés par les divisions, les rivalités de clans ou la quête du pouvoir personnel. Sans une union profonde, chaque victoire reste éphémère. La souveraineté devient alors un simple mirage. Le Sahel prouve que seule la solidarité entre citoyens et entre nations peut garantir une indépendance réelle. Prenons l'exemple du mouvement des indépendances africaines dans les années 60. Malgré la proclamation de l'indépendance de plus de 30 pays africains, l'absence de coordination continentale a permis à l'ancien colonisateur de conserver son influence en s'appuyant sur les divisions locales. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel tente de corriger cette erreur en créant un front uni face aux pressions extérieures. Deuxième leçon, l'indépendance économique. Tant que les économies africaines resteront soumises au franc CFA, à l'exportation brute de matières premières ou à des aides aux conditions opaques, la souveraineté restera un slogan creux. La jeunesse du Sahel rêve de transformer les ressources locales, de bâtir des réseaux commerciaux entre pays africains, de miser sur l'innovation plutôt que sur la prochaine aide au développement. Au Rwanda, par exemple, la transformation locale du café a permis de passer d'un exportateur de grains bruts à un fournisseur de produits finis, créant ainsi des milliers d'emplois et augmentant les revenus nationaux. Cette stratégie peut inspirer le Sahel, qui regorge de ressources inexploitées, à investir dans la transformation et la valorisation locale. Troisième leçon, l'émancipation des esprits. Il ne suffit pas de brandir de nouveaux drapeaux. L'éducation, la mémoire et la fierté doivent redevenir des armes. Il faut réapprendre l'histoire africaine, valoriser les langues locales, briser la dépendance mentale qui fait croire que le salut viendra de l'extérieur. Car tant que la domination s'exerce dans les têtes, aucune révolution ne tiendra longtemps. L'exemple du Sénégal est frappant. Depuis quelques années, le ministère de l'Éducation a intégré des modules sur l'histoire précoloniale et l'importance des langues nationales. Les résultats sont déjà perceptibles. Un regain de confiance, une implication accrue des élèves dans la vie citoyenne et une fierté retrouvée. Attention cependant, après la France, d'autres puissances frappent déjà à la porte. Russie, Chine, Turquie, chacune guidée par ses propres intérêts. Le vrai danger serait de remplacer une tutelle par une autre, de troquer un maître contre un autre. Le défi, c'est d'apprendre à négocier d'égal à égal, à choisir ses alliés sans perdre son autonomie. Pour y parvenir, il faut des institutions solides, une justice indépendante et des médias libres capables d'enquêter sur les contrats signés et de dénoncer les dérives. Les sociétés civiles doivent s'organiser, surveiller les dirigeants et exiger la transparence à chaque étape du processus politique et économique. Mais la plus grande inspiration vient de ceux qui, dans le Sahel, ont préféré le courage au confort. Les véritables héros ne sont pas ceux qui s'accommodent du statu quo, mais ceux qui osent l'isolement, la pauvreté ou même la guerre pour offrir à la prochaine génération un autre avenir. Leur audace rappelle que l'histoire n'a jamais récompensé la peur, mais toujours la volonté. Pensons à Thomas Sankara, assassiné pour avoir voulu libérer son pays du joug néocolonial, ou à Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant, qui a payé de sa vie sa volonté de rester maître de ses ressources. Ces figures inspirent aujourd'hui encore une jeunesse qui refuse de baisser les bras. Si ces leçons ne sont pas assimilées, le cercle de la domination recommencera, sous de nouveaux visages et de nouveaux drapeaux. Mais si elles portent leurs fruits, alors l'Afrique pourra non seulement briser ses chaînes, mais aussi redéfinir l'ordre mondial en affirmant le droit de choisir sa propre destinée. L'avenir appartient à ceux qui font l'histoire, pas à ceux qui la subissent. Mais le bras de fer engagé au Sahel ne se joue pas qu'à huis clos. Derrière chaque décision politique, une bataille secrète s'engage, entre menaces, promesses et trahisons. Quand l'histoire s'écrit, chacun doit choisir son camp. Aujourd'hui, l'Afrique vibre au rythme des bouleversements. Une question lancinante demeure.
Qui tient vraiment la plume de son destin? L'ombre de l'Occident plane-t-elle toujours, dissimulée derrière de nouveaux pactes, ou souffle-t-il enfin un vent d'émancipation? L'expulsion de la France du Sahel a fait naître, l'espace d'un instant, l'illusion d'une rupture avec le passé colonial. Mais le silence n'a pas duré. Très vite, d'autres réseaux se sont tissés. Bases rebaptisées, de partenariats, drones omniprésents, alliances cachées. L'encerclement revêt désormais le masque d'un jeu d'échecs où chaque mouvement redéfinit la souveraineté. Ce combat déborde largement les frontières tracées sur les cartes. Il se déroule dans les esprits, dans la foi des peuples, dans l'audace de ceux qui osent défier l'ordre imposé. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, la parole et le refus ne sont plus l'apanage d'une poignée d'élites. Ils se répandent dans la rue, inondent les réseaux sociaux, s'invitent au cœur des familles. La jeunesse, affamée d'avenir, exige le droit d'inventer son propre récit. Mais chaque avancée vers l'indépendance attise la riposte. Pressions économiques, sanctions, campagnes de désinformation, isolement diplomatique. Les risques sont immenses. Le choix est cruel. Plier sous la contrainte ou affronter la tempête pour conquérir une liberté véritable. Rester spectateur, c'est accepter une défaite silencieuse. C'est laisser d'autres écrire, encore et encore, une histoire de dépendance. Imaginer, puis agir pour une Afrique unie, fière et respectée, voilà le véritable défi. L'honneur ne se mendie pas, il se conquiert, à force de lucidité et de courage. Alors, face au nouveau siège, la question ne s'efface pas. Résignation ou audace. Chacun, par sa voix, ses actes, son engagement, façonne ce futur commun. L'indifférence, elle, alimente sans bruit le retour du joug. L'Afrique n'est pas vouée à l'éternel recommencement. La victoire appartient à ceux qui osent rêver, écrire sans tuteur, sans maître, sans chaînes invisibles. La seule vraie défaite serait de rester muet devant la page blanche de l'histoire. Et vous, de quel côté choisirez-vous d'être? La plume circule désormais de main en main. À l'heure du choix, le silence n'est plus une option.